C'est l'heure du bonus, le petit truc en plus, le bonus de l'épisode 306. Vous le savez, depuis maintenant 6 bonus. On vous propose cette petite formule de 15 minutes maximum pour vous parler de ce dont on n'a pas parlé dans un épisode classique avec les gars qui ont participé à l'épisode précédent, c'est-à-dire ceci. D'un côté, vous avez Sébastien, voilà, et de l'autre, vous avez Sébastien. Voilà, nous les appellerons Sébastien, tous les deux, du coup. C'est quand même assez facile à comprendre. Donc... Quand il fait ça, il a plus l'impression de Steve. Je l'appellerais plutôt Steve. Il y a Sébastien Steve et de l'autre côté, on va l'appeler Sébastien Moïse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Donc le principe, vous le connaissez maintenant. Petit supplément de 15 minutes à notre épisode précédent. On avait déjà bien parlé de Google, puisque voilà, on sortait de la Google I.O. Sébastien. On peut en remettre une toute petite louche. Je pense que tu avais encore une petite info Google à nous livrer, me semble-t-il, Seb. Oui, et c'est le projet Starline qui est... voilà, hein, Starline, c'est l'autre. Oui, c'est celui-là. En fait, tu sens que depuis le début de la crise, les mecs ils sont restés trop longtemps enfermés. Donc ils se sont dit on doit trouver quelque chose. Et donc ils se sont dit mais il faut qu'on puisse parler avec les gens, voir comme s'ils étaient là, mais même s'ils sont pas là. Et donc ça part d'une bonne intention. C'est pas encore commercialisé pour le moment. Ils l'utilisent surtout en interne. Mais c'est quoi donc? C'est en fait un genre de grosse télé qui affiche en 3D la personne qui est de l'autre côté du fil, et donc qui te permet effectivement de croire que tu as vraiment le gars en face de toi. Alors des télés qui affichaient en 3D, il y avait des samples chez quelques fabricants. Mais là c'est sans lunettes. C'était sans lunettes, hein, mais tu devais être devant le moniteur à la bonne place au millimètre près, parce qu'il y avait et tu te décalais d'un tout petit chouïa et t'avais plus rien. Ici, voilà, ils essayent de remettre le truc au goût du jour. Avec effectivement de la vidéoconférence pour vraiment voir la personne en face de toi. C'est bluffant. Hein. C'est tendance. Alors, soit c'est fake et ils ont fait une démonstration un peu pour expliquer à quoi ils veulent penser, c'est possible, ou si ça existe, c'est quand même assez bluffant. On a l'impression qu'on est devant un miroir, sauf que c'est pas de soi qu'on voit, c'est quelqu'un d'autre. Une vitre. Et une vitre, oui, c'est ça, comme en prison. Et ou maintenant, oui, c'est vrai qu'on est tous derrière des plexis maintenant pour se parler, donc c'est un peu le même principe, mais c'est assez bluffant. Enfin. Maintenant, est-ce que c'est ça, la technologie, ou est-ce que c'est juste une démonstration un peu bidon ? Non, c'est ça, et c'est censé être fonctionnel chez eux, et maintenant, il faudra voir quand ce sera commercialisé. Ça l'est pas aujourd'hui, et ça se coûtera probablement beaucoup de pépettes pour certaines entreprises très sélectes pour commencer, donc n'espérez pas ça chez vous avant 5 à 10 ans. Soyons clairs. Voilà. Enfin voilà, oui, 5 à 10 ans, t'es encore gentil. Ceci étant dit, moi j'ai vu un truc un peu, pas dans le même esprit, mais quoique, est-ce que c'est sur Teams ou sur Zoom qui maintenant te permet de faire des réunions, et on est tous un peu assis à la même table, mais l'un à côté de l'autre, un petit peu comme la scène, comme Jésus, voilà, exactement. Et donc, mais ça donne un côté réaliste à la réunion qui est un peu, voilà, c'est rigolo. Je sais pas si ça rajoute quelque chose au relationnel qu'on peut avoir. Là, dans le cas de Google, de ce que tu nous présentes, je pense que oui, il y a un aspect relationnel qui doit voilà, avec ses limites, hein. On est bien d'accord. Je rappelle quand même, je parlais des plexis en me moquant un peu, mais à un moment donné, dans les homes, ce qu'on appelle les homes en Belgique, les EHPAD en France, on a pour que les enfants puissent venir voir leurs parents dans ces lieux, on les a mis derrière des plexiglas, et c'était pas la même chose, évidemment. On n'a pas de contact physique. Voilà. Donc il manque quand même quelque chose, toujours une dimension dans ces cas-là. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. On va parler de tout à fait autre chose avec l'autre Sébastien, parce qu'il s'est passé un truc, je l'avais promis dans l'épisode, donc on va en parler dans le bonus. Cette histoire de Bitcoin qui se casse la figure, ou qui s'est cassé la figure, parce que c'est tellement, je l'ai dit aussi, volatile, que si ça se trouve, depuis notre enregistrement, les choses ont déjà changé et on est sur une inflation galopante. Mais en tout cas, cette fluctuation du cours du Bitcoin pose question.
Il a descendu d'à peu près, il a perdu 30% de sa valeur en quelques jours, en 2 phases. La première phase, c'est Tesla qui a fait un retour en arrière après avoir annoncé qu'ils avaient accepté les paiements en Bitcoin pour les voitures. Ils ont finalement fait machine arrière en disant non, on va pas le faire, soi-disant pour des raisons écologiques. Tout d'un coup, il y a la fibre écologique, parce qu'on a déjà parlé aussi dans le podcast ici que le Bitcoin coûte très très cher en termes d'écologie à cause de tous les cycles CPU et les watts. Il y a discussion, le système bancaire actuel, il coûte très cher, même 3 fois plus cher en énergie aussi. Enfin bref. Et la deuxième phase, c'était le gouvernement chinois qui a annoncé je sais plus quoi, qui n'allait pas reconnaître le Bitcoin d'une façon ou d'une autre. Et donc les deux ensemble, moins 30%. Et la seule réflexion que ça me donnait, parce que j'ai pas de Bitcoin, donc je suis pas directement affecté par cette perte de valeur, c'est je pensais à tous les gens qui s'attachent au Bitcoin ou en disant c'est une monnaie indépendante des gouvernements. Si une banque centrale change sa politique, ça ne nous affectera pas comme c'est le cas sur les autres monnaies aujourd'hui. Et je me dis non, c'est pas une banque centrale, c'est un tweet d'Elon Musk, c'est une décision d'une société privée, c'est une décision de gouvernement, puisque la Chine c'était quand même un gouvernement. Et donc finalement c'est une monnaie qui reste attaché à des décisions, à des impulsions, à des sentiments de marché, sauf que c'est plus les mêmes attaches, on n'est plus attaché à des gouvernements, des banques centrales, on est attaché à des sociétés privées, mais qui ont autant, si pas plus, d'influence sur la valeur de cela. Et donc je me pose la question, mais je mets ça là sans avoir de réponse sur l'indépendance réelle de cette monnaie. Voilà, vous avez 3 heures. Avant de donner la parole vite fait bien fait à l'autre, Sébastien, quand tu parles de cette monnaie qui consomme et qui polluerait beaucoup, il faut savoir que 85% des bitcoins fabriqués, enfin minés, sont faits en Chine, justement, et dans une région alimentée par de l'énergie verte, par des barrages. Et donc, il n'y a pas de pollution liée directement à la production. C'est de l'énergie qu'on pourrait donner à quelque chose d'autre. On est bien d'accord. Mais on n'a pas brûlé du gaz pour fabriquer des bitcoins, c'est ça que je veux dire. Non, mais on en brûle pour autre chose que le barrage aurait pu être premier service. Je lisais un rapport cette semaine très brièvement qui disait qui estimait, je peux pas vérifier, j'ai pas les outils méthodologiques ou technologiques pour vérifier, que la totalité de l'énergie renouvelable produite, donc barrage, éolien, solaire, c'est l'équivalent de l'électricité utilisée pour miner les bitcoins dans le monde. Donc tout ce qu'on produit en verre est équivalent à tout ce qui est brûlé pour produire du Bitcoin. Toute activité pour l'économie. Pour quelle valeur ajoutée pour le monde, pour le bienfait de l'humanité, de l'homme, de la santé. Enfin, ça, c'est le sujet. C'est un sujet méga philosophique. Voilà, tout à fait. Qu'on ne va pas trancher en 15 minutes. Et par ailleurs, justement, toutes les agences bancaires du monde réunies consomment aussi un petit peu d'énergie. Le système bancaire actuel consomme aussi. Sébastien, l'autre Sébastien, pour pas perdre de temps. Oui, c'est ça, effectivement. Quand tu dis le système bancaire aujourd'hui consomme énormément, si tu veux de l'or pour aller chercher de l'or, c'est pas gratuit. L'exploitation minière est gigantesque. Alors, ce qui m'amuse, c'est parce qu'effectivement, ici, la plupart des médias mainstream, t'as presque l'impression de on a rigolé, on vous l'avait bien dit, ça allait s'éclater. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions qui me semblaient très faciles sur la monnaie, alors qu'en fait, il y a plusieurs points. Et puis, surtout, quand tu regardes les actions classiques, une action classique au Nasdaq va perdre 40% dans une semaine, et elle aura repris la moitié dans les semaines suivantes. Et justement, il y en a une qui s'est pris... Oui, donc c'est fluctuant, mais en fait, c'est une question de confiance. Et en fait... effectivement, Elon a derrière lui une série de personnes qui se sont dit tiens, en fait, si lui dit qu'il faut vendre, il y a 1,5 milliard, il y a des gens qu'il faut vendre, et il y a des gens qui ont paniqué, effectivement, et il y a plus de 40 000 bitcoins qui ont été rapatriés des clés, donc de clés offline vers des échanges, et quand tu les vois arriver, tu as toute une série de tools qui peuvent te dire attention, il y a une entrée massive de coins vers des échanges, donc ça sent la merde. Voilà, c'est le cas de le dire. Et en fait, les échanges qui ont ramené le plus de bitcoin ici, c'est essentiellement Binance, et qui
qui est utilisé majoritairement par le retail. Donc c'est pas l'institutionnel qui a paniqué, c'est le petit porteur qui s'est dit merde, c'est en train de brûler, je vais perdre mon pognon. Oui, ça. Donc je trouve que c'est un peu con, et ils ont été influencés par qui? Le média mainstream qui a fait paniquer. Ce qui est amusant dans l'histoire quand même, c'est que Elon s'est fait quand même pas mal incendier, il y a d'autres histoires derrière, et en quelques jours, il y a eu je ne sais combien de personnes qui ont dit finalement j'annule ma commande de ma Tesla. Donc il a eu un effet backslash qui est assez violent, et t'as un milliardaire qui a misé un paquet de pognon contre l'action Tesla, et l'action Tesla a dévissé, pas autant que le Bitcoin, mais pas loin. Donc, et là, on n'en a pas parlé dans tous les médias mainstream en disant, vous avez vu, Tesla, il a pris 30% dans les dents. Pourtant, c'est aussi une action, et là aussi, la valeur était surfaite. On pourrait faire démonstration sur démonstration, mais c'est difficile dans un bonus qui ne fait que 15 minutes. Mais... Oui, donc je vais arrêter dessus, mais on peut en parler pendant effectivement des heures. C'est ça. Et la valeur aujourd'hui, oui, elle vaut ce qu'elle vaut. Demain, probablement un peu plus. Elle a déjà remonté un paquet. C'est clair, il a monté beaucoup. Ça remontera, ça va sans doute remonter. La plupart des gens gardent leur truc long terme. Il nous reste 4 minutes, montre en main, pour faire une séquence WC comme on nous l'a demandé, presque une séquence WC, quoique c'est un recyclage quasiment. On va parler de Python. Sébastien, c'est le créateur de Python qui voudrait accélérer son bébé en quelque sorte. T'as 3 minutes. Guido van Rossum, on a oublié que Python, c'est un langage européen créé par un Hollandais, Guido, qui a terminé sa carrière chez Docker, et puis qui est sorti de la retraite en novembre l'année passée pour annoncer qu'il était Distinguished Engineer chez Microsoft, et tout le monde se demandait, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi Microsoft engage le créateur de Python? Eh bien, on le sait maintenant, puisqu'il a posté dans un blog post sur le blog de Microsoft qu'il a pris la tête d'une petite équipe d'ingénieurs motivés qui va travailler sur le corps du runtime, de l'exécution de Python, de manière à accélérer l'exécution des langages en Python. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On attend des résultats, et c'est bien que des mécènes, parce que finalement c'est du mécénat là, que fait Microsoft, ça servira à l'ensemble de la communauté IT, continue de financer des projets de fonds qui sont utilisés par plein de gens à travers le monde. Encore fort utilisé, Python. Oui, mais c'est ça. Énormément. En apprentissage machine, traitement des données, c'est le langage de choix. Une petite réaction de l'autre Sébastien, peut-être Bon, et Python, c'est pas le seul. Hein. Il y a Pipi qui fait effectivement plus rapide, et il y en a d'autres. Donc si tu prends juste le Python de base, effectivement, il y a moyen d'aller plus vite, mais avec d'autres interpréteurs. Donc s'il dit je veux aller plus vite, bah oui, mais il doit déjà aller voir ce qui existe ailleurs, et je pense qu'il peut gagner déjà pas mal de temps. Ouais, bon. Y aller plus vite encore et gagner encore plus. Il va gagner du temps. Et tout le monde va gagner du temps. On a juste encore 2 toutes petites minutes, Sébastien, puisque tu as pris la parole pour parler de Apple qui livre les données d'une pirate de la science. De quoi s'agit-il en quelques mots? On mettra la source de toute façon dans la description de ce bonus. C'est un sujet de société, hein, ça mérite débat et réflexion. Ici, effectivement... lançons le débat et on verra où il tombera. Voilà, et donc, ils ont balancé les données de Alexandra El-Bayag, Alexandra, qui en fait, c'est la fondatrice de C-Hub. Et donc, ça a été considéré comme une vilaine pirate par le FBI qui a dit « je veux les datas, je veux savoir qui est derrière ». Et évidemment, quand ils ont une demande officielle du FBI, Apple est quand même toujours bien obligé de répondre. Hein, c'est la loi, même pour Apple. Et donc, Apple a livré les données. Ils ont informé la petite dame qui s'est dit « oh, c'est un scam, je supprime ». Non, c'était pas un scam, c'était vraiment un mail d'Apple pour lui dire « au fait, on va donner tes datas au FBI parce qu'on nous l'a demandé ». Donc c'est bien, c'est sympathique d'Apple de l'avoir prévenu quand même si bon voilà. Oui. Ce qui est plus chiant, il y a toute une histoire derrière, c'est que au final la fille, c'est pas une fille qui fait pirater son site. Ça permet de partager des documents scientifiques, mais qui effectivement sont protégés majoritairement par des droits d'auteur. Mais le but, c'est vraiment de partager du scientifique. Oui. Et là, tu te dis derrière, est-ce que le FBI a vraiment pas autre chose à foutre ?
La question est lancée. Sébastien, la question est lancée. Si vous avez la réponse, si vous avez une réponse à donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire, évidemment, sur notre blog, lestechno.be, sur notre chaîne YouTube également, si vous le voulez. Si vous avez une opinion par rapport à ce sujet ou tout autre sujet dont on a parlé dans notre épisode ou dans ce bonus, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces si vous avez apprécié, à partager ce podcast avec vos amis, si vous avez des amis, et surtout si vous avez apprécié. On va dire merci à nos amis Sébastien d'un côté, Sébastien de l'autre, que l'on retrouvera très prochainement. On est en fin de saison, donc je sais pas exactement quand est-ce qu'on va les retrouver, mais on va les retrouver. Passez effectivement une très bonne semaine, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres également, et on se dit à très bientôt. Salut!